Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à celui qui succède à Christophe Moreau 19 ans après en gagnant une course par étapes pour le Tour, Paul Sexas. Et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut et bonjour à tous nos fans de vélo et surtout de Paul Sexas. Alors aujourd'hui c'était la dernière étape des Pays Basques, du Tour des Pays Basques. Et donc sur cette étape, on a eu un gros groupe d'échappés, d'une trentaine de coureurs avec Tobias Allan Johannessen, qui était au début de l'étape à moins de 6 minutes au classement général de Sexas. L'équipe Decathlon CMA-CGM qui contrôle jusqu'à 60 km de l'arrivée. Et là, suite à une accélération de Lipovic, le groupe maillot jaune explose et Sexas attaque à 56 km de l'arrivée. Il bascule seul avec 20 km de vallée en faux plat montant, où il est 2 minutes derrière le groupe de tête et 45 secondes devant le groupe Lipovic. Il se fait reprendre par le groupe Lipovic pratiquement au pied de la dernière ascension. Devant, c'est le jeune Andrew Auguste qui s'isole et va gagner sa première course sur le Tour. Sexas, lui, termine avec les principaux favoris du classement général à 3 minutes de Johannessen, ce qui lui permet de gagner sa première course par étape chez les professionnels et une course sur le Tour. Lipovic conserve sa deuxième place au général avec 3 secondes seulement d'avance sur Johannessen, troisième. Alors Nathan, toi, ton sentiment prédominant suite à cette étape, est-ce que tu es impressionné par la puissance qu'a dégagé Paul Sexas encore une fois, ou est-ce que tu as eu peur pour lui alors que l'écart au classement général demandait pas, enfin on s'attendait pas à avoir aussi peur, hein. Alors par rapport à tout ce qu'on a vu cette semaine sur les performances de notre Français favori Paul Sexas, c'est pas la journée qui m'a impressionné le plus, à vrai dire, sauf l'attaque. Le moment de l'attaque à 56 km de l'arrivée, après, comme tu l'as dit, une petite offensive comparée à celle de notre Français de Lipovic, là, c'était vraiment une attaque très tranchante. Il nous a habitués sur ce Pays Basque à faire des attaques au train en lâchant ses adversaires petit à petit. Là, c'était vraiment à la Alberto Contador, j'ai envie de dire. Après, il a enchaîné sur la descente. Encore une fois, là, il a su tempérer ses ardeurs en faisant une descente calculée, parce que sous la pluie, il s'agissait pas de se foutre en l'air si près du but. Donc là-dessus, il m'a rassuré. Après, on pourrait discuter, est-ce que c'était bien de s'isoler comme ça aussi loin de l'arrivée? Mais peut-être qu'on va en discuter plus tard, mais peut-être qu'il n'avait pas vraiment le choix. Mais toi, Parce est-ce que tu as eu qu'il... peur? Toi, est-ce que tu as eu peur quand justement tu as vu qu'il était seul Non, j'ai pas eu peur parce qu'il y avait tellement de petits groupes euh, devant en tête de course que je me suis dit qu'il allait forcément retomber sur des échappés et qu'il voudrait collaborer avec le maillot jaune et que bah, ça l'aiderait à se reposer un petit peu et Bah, en on n'a connaissant pas ses vu trop qualités au collaborer chrono. justement, hein. On n'a pas vu trop collaborer, hein. On a vu qu'il a passé un long moment avec Steve Kras notamment, que je l'ai pas vu prendre un seul relais. Et j'ai l'impression qu'il était bien seul dans cette partie. Et moi je vais te dire, hein, moi j'ai eu peur pour lui, mais en même temps j'avais l'impression qu'il était serein lui. Tu vois? Et le fait, Bah, comme pareil, on toujours, hein. l'abordera peut-être, ouais, et on l'abordera peut-être un peu tout à l'heure sur la technique et sur la tactique de Decathlon, mais le fait qu'il décroche pas Ricciello sur cette partie-là de vallée, je me suis dit, mais c'est que ça ce qu'il leur a dit, moi je suis à mon allure là au seuil, je vais tenir l'1 heure 30 qui me reste, et si tu veux, pour l'instant j'ai pas besoin de Ricciello, qui joue la victoire devant. Moi, pour l'instant je suis bien. C'est l'impression en tout cas que j'ai eue, parce que justement, sinon tu fais décrocher Ricciello, branle-bas de combat, tu mets tout le monde au diapason pour aller sécuriser ta place au classement général. Et là, du coup, moi j'avais peur en fait, mais j'ai l'impression que lui, il s'est pas affolé, il avait pas peur. Non, mais c'est toujours pareil Euh, avec Paul Succas, c'est qu'on s'inquiète pour lui. Mais en fait, lui, il a son schéma dans sa tête, il voit les watts sur son compteur, il sait jusqu'à où
il va pouvoir tenir son effort. Il ne se lance pas pour l'instant dans des trucs qu'il ne pense pas pouvoir réaliser. Il sait ce qu'il peut faire, il en est conscient. C'est juste nous qui avons encore du mal à réaliser le potentiel qu'il a. Bon, maintenant, on commence à en être conscient, mais il faut plus qu'on ait peur pour lui. Et moi, à l'inverse de toi, j'ai quand même été hyper impressionné aujourd'hui par justement cette maîtrise, le fait que les conditions étaient difficiles, le fait que justement j'avais peur pour lui aussi, tu sais, on en parlait hier, dans la dernière ascension, il restait 3 kilomètres avec des pourcentages autour de 8%. Fallait pas avoir un coup de mou à ce moment-là, quoi. Et je me suis dit, avec ces kilomètres de plat, attention, j'espère qu'il en a sous la pédale. Et voilà, il a géré parfaitement bien, pas eu de soucis, pas sourcillé. Voilà, moi, franchement, il m'a bluffé. Je te le dis encore une fois, il m'a bluffé. Pourtant, la situation était très délicate. Oui, et Voilà, le autant. scénario de course a aussi aidé. Le fait qu'il y ait eu une grosse échappée devant d'une trentaine de coureurs en début de retransmission a quand même fait qu'il s'est dit qu'il n'allait pas jouer la victoire d'étape dès le début. Et ça, je pense que ça a mis l'équipe un petit peu. Bah, ils ont roulé, hein, ils ont roulé jusqu'au dernier coureur, mais dans leur tête, ils savaient qu'ils joueraient pas l'étape. Peut-être que ça a enlevé un petit peu de pression à ses équipiers. Et ça en a mis par contre à la Red Bull Bora. Alors, on va revenir à la fois sur le travail de son équipe et à la fois sur la tactique de la Red Bull. Avant, je te propose qu'on parle plus de la technique de Sexas, justement, donc là, à 56 km de l'arrivée, quand il décide d'attaquer et de partir seul. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, j'ai sa petite citation, si tu veux, hein, au micro d'Eurosport, il dit j'ai vu que j'étais très très fort, et j'ai pensé que je voulais pas être en mauvaise position dans la descente, prendre des risques, donc j'ai décidé d'attaquer pour garder une petite marge. Mon plan, c'était de commencer la descente en premier avec un écart. Ça a été le cas, mais il y avait un écart conséquent avec l'avant de la course. Je pensais pouvoir faire le bon, mais ils se sont organisés, donc je me suis retrouvé entre les deux groupes. J'ai perdu beaucoup d'énergie, là, c'était très dur. Quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, je me suis relevé, mais j'ai perdu beaucoup d'énergie. Mais je restais fort, donc j'ai décidé de terminer le plus facile possible et de sécuriser le classement général. Voilà, toi, t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'il a eu raison de partir seul? Bah, dans sa déclaration, tout est dit, j'ai envie de dire. Toujours aussi lucide et conscient de la situation qui est en train de se passer. Il a été, comme tu l'as dit, sans doute énervé par les attaques un petit peu légères de Florian Lipovic. Il s'est dit, je vais lui montrer qui c'est le patron. Et comme il m'a attaqué toute la semaine, cette fois je vais attaquer franchement et il va pas rester dans ma roue. Donc il a attaqué. Après il savait que dans la descente il saurait maintenir un certain écart. Il a fait sa descente et comme on l'a dit, il était finalement seul à ce moment-là. Ses équipiers avaient tellement contrôlé jusqu'à maintenant qu'ils étaient plus là. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu une déception. Mais bon, pour un dernier jour d'une course à étapes, ça peut se comprendre. Après, bah forcément, ça peut poser question pour la suite. Moi, ce que je trouve fort, là encore, dans son choix de partir tout seul, c'est à l'image des grands champions, il va chercher le salut par l'avant. Il va pas attendre que ses coéquipiers derrière, savoir où ils sont, etc. Non, il va chercher à partir devant, à s'isoler. Alors, tant qu'il l'a fait, et je pense que c'est le cas au vu de sa fin de course en gestion, c'est pas un problème. Après, c'est vrai qu'à un moment, comme je dis, moi j'ai eu peur et je me suis dit, tiens, Lipovic, il a peut-être réussi son coup à le chauffer et puis il va le mettre dans le dur, quoi. Enfin, Lipovic était dans les roues pendant ce temps, c'est que ça se travaillait tout seul devant. Ben voilà, fallait pas avoir une défaillance sur la fin.
Mais au final, quand on voit sa déclaration, bon, c'est censé. Il n'a pas l'air de s'être mis dans En le rouge maîtrise. ou ouais, en maîtrise. Encore une fois, il peut se permettre parce que le niveau est tellement supérieur aux autres d'avoir peut-être ces petits Imperfection. tactiques, ouais, perfectibles en tout cas, la tactique. Hein, je dis pas qu'il y avait autre chose à faire, mais en tout cas, voilà, rouler 20 km tout seul dans le vent, bon, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais Ça en fait tout cas, des efforts. ouais, ça lui a permis de remplir son objectif qui était de gagner au général. Moi, il m'a encore impressionné, tant dans, comme je te dis, hein, sa qualité aussi mentale que physiquement. Donc bravo à lui, tout simplement. Tout à fait. Et, et alors, justement, si on revient sur les limites de son équipe, là, l'équipe a fait un gros boulot au début d'étape pour contenir l'écart avec le groupe de tête. Cependant, ils ont quand même laissé partir un groupe de tête avec pas mal d'équipiers de Tobias Allan Johannessen, qui était à moins de 6 minutes au général, pour rappel, à 5,39 je crois. Donc, est-ce que c'est pas une première faute? Plus derrière, et ben, on a vu qu'ils ont eu un peu de mal à suivre, ils sont totalement explosés sur les accélérations de Lipovic, là, à 60 bandes de l'arrivée. Voilà, t'en penses quoi toi? Enfin, tu nous as un peu dit que c'est logique, mais bon, on aurait pu s'attendre à ce que justement, moi je m'attendais à ce que Decathlon et Bora ensemble gardent des équipiers pour cette partie vallée là, la dernière, avant la dernière ascension, et puis se disputent la victoire là-dedans, quoi. Toi, c'est quoi ton sentiment là-dessus? Je pense qu'en laissant partir Tobias Allan Johansen avec plusieurs de ses coéquipiers, Decathlon avait l'idée de forcer l'équipe Red Bull Bora à prendre ses responsabilités pour rouler en tête de peloton et conserver la place de Primoz Roglic et de Florian Lipovic en sachant que l'équipe Red Bull Bora a, a tenté de déstabiliser la Décathlon toute la semaine. Donc ça aurait pu être assez logique finalement qu'ils se débrouillent seuls pour reprendre, bah, pour conserver leurs deux leaders sur le podium. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intelligent. Ça ne gaspillait pas de force en début de course pour contenir de manière extrême l'échappée. Et peut-être qu'ils se voyaient un petit peu plus fort que ça pour temporiser l'écart sur toute la course. Oui, mais alors la Bora, ils ont pas roulé derrière, hein. Bah Enfin, non, on n'avait pas les images, mais c'est peut-être mais ce que ouais, Decathlon ouais, disait au départ. ouais. Moi, j'ai regardé le Race Center et euh, de, du Tour du Pays Basque là officiel, et effectivement hein, a priori c'était Decathlon qui assurait la poursuite toute la première partie, et bah, on peut donc toi en tout cas pour toi ils ont pas fait plus d'erreurs que ça côté Decathlon, c'est juste pas les jambes, la répétition des efforts. Oui, pour moi, c'est pas des erreurs tactiques, c'est juste bah, des limites physiques sur cette fin de Tour de Pays Basque. Et c'est pas inquiétant dans l'optique de grand tour. Alors, à noter, là, on avait quand même les grimpeurs, peut-être Les les gars les punchers. plus frêles aussi. Non, mais les grimpeurs, surtout qui accompagnaient Ouais, grimpeur, Sexas. puncher, pas de rouleur. Ouais. Oui, les gars les plus frêles, qui, dans ces conditions climatiques, doivent eh ben, le plus galérer, quoi. Hein. On peut espérer que, voilà, sur un grand tour, Decathlon va nous amener, ben, on a parlé de d'Anoule ou d'autres Forza, là, qui vont. Oui, tout à Ça fait. sera pas la même Stephen limonade. Bissiger, Tige Benoît, etc. pour renforcer l'effectif. Yes. Donc toi, ça t'inquiète pas plus que ça dans l'optique de gagner un grand tour. Non, je pense pas. Ils avaient placé leur co-leader dans l'échappée, Mathieu Kitelo, qui aurait pu servir en cas d'urgence. Ça n'a pas été le cas, comme tu l'as dit, car Paul Sexas a maîtrisé de bout en bout son sujet. Donc pour moi,
c'est presque un plan parfait, je pense. Ok, moi je vais te dire, je trouve que Decathlon aujourd'hui, je m'attendais à mieux, je trouve qu'ils n'ont pas été forcément à la hauteur. Encore une fois, les conditions climatiques, ils sont pour beaucoup, la répétition des efforts, comme tu as dit, etc. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui a été à la hauteur. Red Bull, ça a été encore pire, un massacre. Red Bull, honnêtement, enfin, ils n'ont pas travaillé de la journée. Derrière, quand dans le groupe Lipovic, c'est encore Fischer Black, et pourtant, eh ben, ça avance pas. T'as l'impression que ils sont pas arrivés à revenir sur Sexas, hein. Il a fallu que ça soit IF qui s'y mette. Bon, IF, ils ont été pas mal, hein. UAE, il y a quand même quelques équipes qui s'en ont sorti. Mais voilà, bref, en gros, ça a été la Bérésina pour toutes les équipes. Et là-dessus, Decathlon, ok, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ça n'a pas été le top. Moi, j'attendais un peu mieux sur cette ascension là, l'avant-dernière. Mais ouais, après, est-ce que c'est inquiétant pour la suite? À voir. À voir. Moi, je C'est pense peut-être les pas. conditions climatiques, encore une fois. Voilà. Moi, je sais pas, je reste circonspect. Et on peut parler aussi de l'utilité de Riccitello. Hein. Moi, ce que je disais là avant de préparer le podcast là, c'est que pour moi, Riccitello, pourquoi ils l'ont pas fait relever avant? Comme je te disais, c'est que je pense que c'est que ça, s'il s'est dit, bah j'en ai pas besoin pour l'instant, qu'il attende, qu'il joue sa chance, hein. On rappelle Riccitello, quand il est arrivé à Decathlon, c'était pour être co-leader cette année. On s'aperçoit au final que bah, le co-leadership, il n'existe pas, hein. Ça va être tout pour Sexas, hein. C'est tout pour Sexas, et c'est légitime. Donc là, c'était une bonne occasion de lui donner l'opportunité de jouer la gagne devant. Riccitello a vu qu'il n'avait pas les jambes dans la dernière ascension. Il en a profité pour attendre son leader. Alors on n'a pas trop vu si c'était lui qui avait pris les relais sur la fin parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'images. En plus avec les impairs, bon, pas toujours évident à les s'identifier. Mais voilà, moi c'est ma lecture. En gros, si c'est que ça avait eu besoin, ils auraient demandé à Riccitello de s'arrêter. Et là, bon, ils avaient un peu de marge en gros, donc ils ont tenté le coup. Oui, Je c'était sais pas pas ce que t'en penses. nécessaire. Et comme tu dis, Riquitello aurait pu, s'il avait eu les jambes de sa Vuelta 2025, aurait pu largement tenir tête à Andrew Auguste pour s'adjuger la victoire d'étape. Et je pense que Paul Sexas l'avait en tête. Il s'est dit pour que, à l'image d'un Nicolas Prodhomme l'an dernier, il a la tête toujours très collective, Paul Sexas, hein. Il s'est dit que si je veux le garder avec moi, vraiment, qui me protège comme un vrai lieutenant, il faut peut-être que je lui laisse ses opportunités. Donc, comme tu le dis, il a géré tout seul. Il a dû dire dans l'oreillette, bah vas-y, Mathieu, moi ça va. Tu peux essayer de jouer l'étape si tu peux. Et Mathieu Recitello, bah on l'a pas vraiment vu à l'image, a dû se relever de l'échappée pour terminer sa course dans le peloton. Ou dans l'échappée, mais ça, j'ai pas pu bien déterminer. Et alors justement, je voulais que tu me parles un peu de Standro Auguste, puisque donc il remporte l'étape, hein, pour rappel, le jeune américain de 20 ans. Tu nous l'avais un peu pronostiqué comme à suivre pour le contre-la-montre. Finalement, c'est sur la dernière étape qui s'illustre. Voilà, tu peux nous en dire plus sur lui? Oui, tout à fait, le jeune Androbis qui fait un excellent début de saison, qui a remporté une victoire d'étape notamment sur le Tour de la Communauté de Valence. Alors c'était un scénario très différent. C'était il était en échappée avec Florian Vermeersch et Louis Verven, le coureur de la Soudal. Ils étaient trois, donc c'était une étape très plate. Et ils étaient à 10 secondes du retour du peloton. Florian Vermeersch et Louis Verven roulaient et lui n'a pas passé un seul relais et a terminé au sprint, a remporté l'étape au sprint donc. Donc ça m'a mis en confiance pour Andro Auguste. Et surtout, à la base, il faut savoir que Kevin Vauquelin n'était pas prévu sur ce Tour du Pays Basque.
Donc je me suis dit que si il n'y avait pas eu le Normand sur cette course, bah, le leader présumé aurait été Andrew Auguste. Donc je m'étais dit qu'il aurait des, une ambition sur cette course. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de le voir à l'avant sur cette étape et le voir triompher. Ça marche très bien, et ben on le suivra avec attention. Sinon, est-ce que il y a d'autres choses qui t'ont chez Sexas qui t'ont impressionné? Moi, je t'avoue que c'est la partie répétition d'efforts, donc on peut dire, en tout cas sur une semaine, c'est validé là. L'année dernière autour des Alpes, eh ben, ça a été difficile sur une étape. Là, toutes les étapes, il a été là, il a dû charbonner pendant 4 ou 5 étapes. Voilà, il a fait beaucoup d'efforts tous les jours, on l'a vu, et pas des efforts de 10 minutes, hein, des efforts d'une heure parfois. Voilà, est-ce que toi, sur la partie répétition d'efforts, il t'a convaincu? Oui, tout à fait. Après, sur la partie répétition d'efforts, comme tu l'as dit, sur une semaine, on avait quand même déjà des garanties finalement, parce qu'il a fait huitième l'an dernier du Tour du Dauphiné libéré, avec une start list ex- exceptionnelle, hein. Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, donc vraiment pas de quoi s'inquiéter. Après, il jouait pas vraiment les premiers rôles à ce moment-là. Là, vraiment, il a gagné 3 victoires d'étape, il faut le rappeler. Et on l'a vu tous les jours à la première place de la hiérarchie. Donc vraiment, je pense qu'il a rassuré tout le monde. Il faudrait vraiment être très 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 prudent pour être encore inquiet sur les qualités de Paul Jeclas. Même sur les grands tours sur 3 semaines? Ah non, j'ai dit sur une semaine. Sur le grand tour, je me répète, j'ai l'impression de le dire à chaque épisode, mais on n'a encore aucune garantie sur le fait qu'il pourra tenir 3 semaines. Et là, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est sa force dans ces conditions climatiques extrêmes, où on va comparer à des petits gabarits qui sont plus en difficulté, etc. Lui, c'est un Norvégien, quoi. T'avais une Wix, le Norvégien, qui était devant, et lui, il aurait pu faire pareil, quoi. T'as l'impression que ça lui passe dessus. Pourtant, c'est des courses quand même. On se rend pas forcément compte à la caméra, mais c'est de la pluie, c'est pas de la petite pluie. Ils ont gardé l'impair tous jusqu'à la ligne d'arrivée, hein. D'habitude, ils se découvrent toujours avant le dernier col quand ça commence à chauffer. Là, non. Ils ont gardé l'impair tout le long. Et lui, voilà, il a pas eu de problème physique, pas de problème de santé, pas tombé malade, rien. Comme je le dis, j'ai l'impression même qu'il a été presque plus fort que le reste de la semaine. Voilà, est-ce que toi, ça t'a aussi impressionné? Bah, disons que ça coche une case de plus sur les conditions qu'il pourra rencontrer par la suite, et ça nous rassure sur comment dire, une variation possible de la course, un paramètre supplémentaire qu'il maîtrise qu'il a maîtrisé à la perfection. Donc il reste à voir les chaleurs extrêmes en dernière semaine d'un grand tour, pourquoi pas. Mais sinon, pas, vra- pas vraiment de faiblesse à mettre en valeur. Oui, là, même la chaleur, tu vois, il a couru au soleil, hein, Pays Basque, Algarve. Voilà, je pense que bon, on verra bien, on verra bien. Mais ça marche. Moi, je suis plutôt confiant aussi sur ses capacités à résister à la chaleur. Après, le mois de juillet en France, des fois, c'est Oui, bien c'est pire, ça. donc
On verra. On reste prudent, t'as raison. Et alors moi, il y a quelque chose aussi que je me suis posé, qui m'a fait changer d'avis cette semaine, c'est s'il fait le Tour de France, faut-il amener Olaf Koy? Puisque, alors je vous invite, on avait fait un épisode sur sa participation ou non au Tour de France, où a priori, vu ces performances-là, on va attendre encore Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne, mais a priori il devrait le faire. On avait dit, bah, on peut toujours amener Olaf Koy avec un ou deux poissons pilotes, voire tout seul, comme la Sky faisait à l'époque avec Cavendish. Mais là, faut-il envoyer Olaf Koy au Tour de France, vu qu'il n'a pas mis de dossard à ma connaissance cette année encore, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout, on l'a pas vu courir. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que ça t'a fait changer d'avis comme... Enfin, pour moi, il faut faire une équipe autour de Sexas et puis jouer le podium. Point, voilà. C'est mon avis. Je Déjà, te laisse donner le tien. ça dépend de deux choses pour moi. Est-ce que Paul Sexas va aller sur le Tour de France en se disant je veux gagner ce Tour de France, ou est-ce qu'il va se dire j'y vais pour découvrir, si ça se passe bien je viserai podium ou une victoire d'étape, et ça va dépendre de l'équipe Décathlon, ceux qui veulent leur objectif. Si leur objectif c'est, comme je l'ai dit, de gagner le Tour de France cette année, pourquoi pas, hein. Soyons ambitieux. Et ben là, il faudra faire une équipe vraiment avec les cadors de leur collectif, avec du Riccitello, du Tige Benoît, du Danoule, du Aurélien Parette-Pinte, Nicolas Prodhomme, etc. Et Olaf Koy, il restera aux Pays-Bas. Mais il y a aussi un autre paramètre qu'on pourrait prendre en compte, c'est Tobias Lund Andresen. On sait qu'il va faire le Giro, mais peut-être que si il venait à gagner, je sais pas, 2 étapes sur le Giro, peut-être que Decathlon pourrait se dire, il a gagné le droit de participer au Tour de France, pourquoi pas? Oui, alors on l'a déjà évoqué, hein, je vous invite à réécouter le podcast sur la participation au Tour de France de Tobias Lund Andresen. Mais pour moi, en tout cas, vu ce qu'il nous a montré cette semaine, il faut mettre l'équipe autour de Sexas et sans sprinter, c'est-à-dire si tu mets Andresen, c'est au service de Sexas parce que tu estimes qu'il a des qualités de rouleur pour ce contre-la-montre, de protection qui vont lui être utiles. Et c'est tout, quoi. Faire abstraction des autres qualités. On joue pas la victoire d'étape, on joue le podium du Tour de France. Et avec ce qu'il nous a montré, peut-être même mieux. Par contre, moi, il y a autre chose, hein, parce que notre débat sur le Tour de France, bon, ça fait quelques semaines, mais là, avec ce qui s'est passé cette semaine, on peut se dire aussi, mais s'il envoie à la Vuelta, mais il va gagner, il va exploser la Vuelta. Ah ben tout à fait. Moi, c'est ce que je pensais déjà avant ce Tour du Pays Basque. Mais là, déjà, comme je vous l'ai dit, si vous avez écouté les épisodes précédents, moi, j'aurais préféré qu'il aille au Giro, avec notamment le contre-la-montre de 40 km qu'il va avoir. J'aurais trouvé ça parfaitement adapté à ses qualités. Mais bon, il veut se tester sur les Ardennaises. Et ça, je le comprends très bien. Après, je suis persuadé que s'il s'aligne à la Vuelta, il sera le favori pour remporter cette course. Cependant, il veut se tester à nouveau sur les championnats du monde. Et le Oui, mais calendrier, c'est un peu le problème, hein. C'est que les championnats du monde, cette année, promis aux grimpeurs, ça fait qu'il y aura une Volta qui sera plus faible, hein. Il y a peu de chances qu'il y participe, c'est ce qui hein. C'est me pour fait ça que... dire que il est sûr à 99% maintenant que Paul Sexas participera au Tour de France. Parce que, imaginons, moi je te fais un scénario, à Liège-Bastogne-Liège, il se fait laminer par Pogacar et Remco. Ok, laminer, bon, c'est-à-dire il perd avec 2-3 minutes d'avance, enfin de retard sur Pogacar. Il finit combien dans Euh, le scénario le plus
Bah, je sais pas, négatif. non, mais même s'il finit troisième, tu peux te dire, tu peux viser un podium au Tour, mais d'un côté, la victoire, elle sera jamais là. Enfin, tu vois, ça remet une pièce dans le fait que tu vas te faire laminer sur le Tour, hein. Alors, est-ce que tu peux pas être tenté de te dire, bah, écoute, j'ai quand même une belle opportunité sur la Vuelta. Voilà, je sais pas, hein, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusqu'à là, parce que moi j'étais 100% pro Tour de France, juste que il m'a tellement bluffé cette semaine que voilà, d'un côté, passer à côté d'une Volta, ça c'est dommage. Disons, pour conclure ce débat Tour de France, c'est que j'ai l'impression qu'on a toujours tendance à dévaloriser la Vuelta et le Giro, mais pour des premières courses au Tour et même pour des courses, des grandes courses à étapes pour le Tour, bah, c'est pas anodin d'ajouter ça à son palmarès, hein. Quand on voit ce qu'il a pu faire là au Pays Basque, on voit que l'Espagne lui réussit plutôt très bien. Donc, et ça me serait une manière de se tester à la chaleur, parce que la Vuelta en Espagne au mois d'août, niveau chaleur, on sera pas mal, avec un public qui sera acquis à sa cause, parce il se souviendra de ses exploits au Pays Basque, mais il sera peut-être un petit peu moins suivi après la course, etc. Même si on sait que ça ne l'embête pas psychologiquement, on va pas refaire le débat, mais en tout cas, il ne faut pas réduire la Vuelta alors que c'est une course exceptionnelle. Et juste, oui, le dernier argument que je voulais apporter, c'est le problème, c'est que quand tu fais ton programme en fonction aussi de celui des autres, bah, tu le fais en fonction de choses que tu maîtrises pas. Si demain sur le Giro, Vingegaard se casse la figure et finalement euh, axe sa préparation sur la Volta, et ben voilà, tu te retrouves avec un sérieux concurrent là où on te promettait la victoire. Oui, après, Donc, je pense que Vingegaard fera le Tour de France, hein. On se souvient que l'année où il a chuté justement au Tour du Pays Basque, il a tout fait pour participer au Tour de France, alors qu'il s'est vu presque mourir. Donc je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de s'aligner à la grande boucle. Ça marche. Merci en tout cas pour ce topo sur le Tour du Pays Basque qui nous a bien fait vibrer Paul Sexas pendant toute la semaine. Et j'espère que vous aussi, comme nous, il nous a même fait, moi, il m'a fait plus vibrer pour le Tour du Pays Basque que pour Paris-Roubaix qui se profile. Et je te propose, si ça te va, Nathan, qu'on enchaîne sur le Paris-Roubaix qui se court demain, donc. Oui, tout à fait. On pourrait juste ajouter pour terminer cette page Pays Basque qu'on a enfin trouvé le successeur à Christophe Moreau et qui mieux d'autre que Paul Sexas pour mettre fin à ces 19 ans sans course à étapes pour un tour remporté par un Français. Alors, je t'avoue qu'on s'attendait pas forcément à ce que ça arrive aussitôt dans la saison, de sa part. Mais voilà, sur sa première course de l'année, World Tour, par étape, voilà, incroyable, hein, effectivement. Parfait. Alors, sur Paris-Roubaix qui a lieu demain, Pas de quels Paul sont les Sexas, favoris? malheureusement. Ouais, pas de Paul Sexas. Nous, on s'est listé 6 favoris, Pogacar et Van Der Poel, hein, évidemment, Van Aert et Pedersen, Ghana, Philipsen. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, comme on l'a vu au Tour des Flandres, les quatre principaux favoris bah, seront encore de la partie, hein. Comme tu l'as dit, Van Der Poel, Van Aert, qui sera pour moi, et même pour toi, je pense, encore plus fort qu'au Tour des Flandres, car on l'a vu en ce début de saison, il est très à l'aise sur les classiques,
Donc je pense qu'il, sans les monts pavés qu'il peut y avoir sur le Tour des Flandres, il saura peut-être accrocher la route de Van der Poel et Tadej Pogacar. On a également Philippe Ogana qui n'était pas présent au Tour des Flandres, qui pourra, on le sait, il a axé sa préparation pour Paris-Roubaix. Il rêve de l'ajouter à son palmarès. Et également le Danois Mats Pedersen, qui, malgré un début de saison très compliqué, à cause de sa chute à la Communauté de Valence, revient très, très fort au Tour des Flandres en faisant 5e. Et là, pourquoi pas s'adjuger le sprint de la victoire face au cadre du peloton. Oui, les autres favoris aussi, c'est côté Alpecin, Van der Poel et Philipsen. Moi, Van der Poel m'a hyper impressionné au Tour des Flandres par rapport à ce qu'il nous avait montré les quelques courses d'avant là. J'ai l'impression qu'il revient en forme et j'ai du mal à le voir se faire lâcher par Pogacar. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais à la pédale, moi j'ai du mal, vu ce qu'il nous a montré la semaine dernière, à le voir se faire lâcher. Et Philipsen, pourquoi? Parce que pareil, hein, il est souvent là quand il reste 5 gars à Paris-Roubaix, il y a des chances qu'il soit là. Et on sait qu'au sprint, il sera redoutable. Disons que Jasper Philipsen, c'est un argument de plus dans la poche de Van der Poel pour ne pas rouler en cas de raid solitaire avec Tadej Pogacar, car il sait que c'est une assurance de victoire si regroupement il y a. Et on peut aussi ajouter comme outsider Tibor Del Grosso, qui pourrait aider Mathieu Van Der Poel à la manière d'un Florian Vermeersch ou d'un Christophe Laporte. Ce sera un élément de plus dans le collectif Alpecin qu'il n'y avait pas au Tour des Flandres. Mais par contre, pour revenir à ce que tu as dit, sur la forme de Van Der Poel, je trouve que c'est l'année où il est un petit peu moins dominateur sur les classiques flandriennes et même Milan-San Remo. Après sa chute, on a vu que ça l'avait quand même un petit peu diminué. Donc, je pense que c'est l'année de l'ouverture pour Tadej Pogacar. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, ce que je disais, c'est Game notamment, où il s'était pas défait de Van Aert. Milan-San Remo aussi, où il avait, on se souvient, hein, lâché la roue de Pogacar et Pidcock dans le Poggio. Et j'avais peur que justement il soit pas en super forme, même si on rappelle quand même, hein, il s'est imposé facilement sur le 3 et sur Lumloop cette année. Voilà. Et par contre, ce qu'il nous a montré la semaine dernière, c'est que il était presque avec Pogacar jusqu'au bout. Il a fini pas loin, il a bien résisté dans le final. Et ça, c'est presque une de ses meilleures ces dernières années, enfin selon moi en tout cas, et qui montre qu'il revient en forme. Et pour moi, ça sera l'archi favori de ce Paris-Roubaix. Hein. Oui, moi j'ai envie de croire en un certain Belge de chez la Visma, parce que je crois que il le mérite. Et vu le début de saison qu'il nous fait, sur un Paris-Roubaix, si rien ne lui arrive comme pépin mécanique ou autre crevaison, je pense qu'il pourrait tirer son épingle du jeu sur potentiellement un sprint à comité réduit. Ok, et qu'est-ce que je veux dire là le scénario Pogacar, donc Pogacar il va essayer de durcir la course, donc tous les secteurs pavés il risque de les passer à fond. Enfin, en tout cas, au moins à partir de la trouée d'Arambert. Hein.
Voilà. Est-ce que tu vois des scénarios où il pourrait s'échapper? On pourrait assister à, comme on a vu au Tour des Flandres, à des accélérations de Florian Vermeersch dans un premier temps pour casser des petits bouts dans le peloton, créer des sortes de bordures. Après, est-ce qu'il pourra s'extirper aussi rapidement qu'il le fait en temps normal grâce à des ascensions? Ça, c'est une question qui peut être posée parce que chaque grand leader du sprint, il y a pas mal de sprinteurs alignés demain, donc ils auront des équipiers qui seront là pour éviter les cassures. Donc ça sera peut-être plus difficile que de l'accoutumée pour le Slovène de s'isoler comme il le fait si bien. Donc son salut serait de régler au sprint un petit groupe sur le vélodrome? Je pense, tout à fait. Car on l'avait vu au Dauphiné, il a déjà battu Van Der Poel au sprint. Eh ben, ça marche, on lui souhaite. Van Aert, lui, comment est-ce qu'il pourrait gagner Bah pareil, au sprint. Bah, dis donc, ça va jouer des coudes sur le vélodrome. Pedersen, j'imagine, c'est pareil. Et ouais, Ghana, en profitant d'un marquage peut-être dans les secteurs un, intermédiaires. un coup du kilomètre comme il nous a fait à Galway Game, j'ai envie de dire. Quand les autres leaders se regardent, il en profite pour faire parler ses qualités de rouleur. Ça marche. Et Philipsen, lui, ben, au sprint, hein, évidemment. À attendre, comme il le fait si bien, l'opportunité du sprint. Et alors, on en parle parce que l'année passée, Pogacar, il nous avait tellement régalé et puis tellement impressionné. On en parle comme si ça va être une formalité pour lui d'arriver dans le groupe de tête. Mais est-ce que c'est pas aussi dangereux pour la suite de sa saison, notamment bah, les chutes en vue de ses autres objectifs, hein, même si lui c'est l'objectif majeur de sa saison maintenant, j'imagine. Bah, on sait que Paul Sixas, pardon, lapsus peut-être révélateur, que Tadej Pogacar adore son sport. On le répète assez souvent, mais il a sûrement fait le tour du Tour de France. Il l'a gagné 4 fois. C'était son grand objectif, mais maintenant, il a la volonté de gagner sur tous les parcours possibles et imaginables du vélo. Donc, il a fait de Milan-San Remo son objectif numéro un. Milan-San Remo a été couché. Alors, il se dit qu'il ne pourra peut-être jamais remporter Milan-San Remo. Donc, s'il veut un jour dans sa carrière gagner les 5 monuments la même année, il se doit de remporter Paris-Roubaix demain. Et si cela est fait, bah, peut-être que Mauro Gianetti ou Machin Fernandez ne seront pas d'accord, mais lui, il aura déjà euh, remporté sa saison. Sa saison sera réussie si demain il s'adjuge Paris-Roubaix. Et justement pour Paul Sexas, ça serait quoi le mieux selon toi en vue du Tour de France, d'un éventuel Tour de France, pour ça serait de voir Pogacar triompher demain sur le Vélodrome, ce qui peut-être lui permettrait de décompresser, de partir, de se reposer, de prendre du repos bien mérité et, et d'être peut-être un peu moins rigoureux dans l'entraînement, ou au contraire de perdre et lui mettre un coup au moral. Là, on est vraiment sur des calculs d'épicier. Si je m'étais pas vraiment posé la question, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne situation. Je pense que dans tous les cas, Pogacar, quand il a une course, il est là pour la gagner. Donc je pense pas que une défaite à Paris-Roubaix va le démotiver pour le reste de ses objectifs.
Et la victoire ne le fera pas se reposer sur ses lauriers, hein. Il sera quand même là à Liège. Il sera là évidemment au Tour de France. Il sera là également en Suisse, où il veut inscrire son nom au palmarès. Donc je pense que la défaite ou la victoire n'influera pas son sa persévérance au Tour de France. Par exemple, on peut se dire, s'il gagne Paris-Roubaix, au il risque de mettre le Lombardie. S'il gagne Paris-Roubaix et Liège, il risque de mettre le Lombardie dans l'objectif presque prioritaire. Mais je pense que le Lombardie, pour lui, c'est acquis. Et dans nos esprits, c'est le cas en tout cas. Le Lombardie, c'est la course où il a le moins de concurrence actuellement. Ok, bon, ça marche. Au point de vue des équipes, alors est-ce que tu as des équipes plus fortes là pour revenir à ce Paris-Roubaix? On a donc côté Pogacar notamment Vermeersch en équipier, Van Aert à la porte, Pedersen à Vacek et puis peut-être jouer aussi avec le fait qu'il y ait Milan, Ghana à Tarling, Del Grosso pour Alpecin, t'en as parlé. Quelle équipe te semble la mieux armée? Dans les équipes que tu as citées, pour moi, le collectif qui reste le plus adapté aux courses flandriennes, bah, c'est l'Alpecin Première Tech, avec des coureurs spécialisés dans les pavés et à tous les échelons de course. On a bah, évidemment le coureur ultime des classiques, Mathieu Van Der Poel. On a le co-leader parfait dans une autre catégorie, Jasper Philipsen, peut-être le sprinter le plus à l'aise sur les pavés. Et en trait d'union, j'ai envie de dire, Tibor Del Grosso pour bah, peut-être, pourquoi pas, dans un scénario échappé, bah, mettre des bâtons dans les roues à Tadej Pogacar et autres Mats Pedersen pour les forcer à cramer des équipiers pour revenir sur l'échappée, pourquoi pas. On a également, comme tu l'as dit, Christophe Laporte, qui est probablement notre meilleure chance française pour la victoire. Florian Vermeersch, également, qui a dit en déclaration que Paris-Roubaix était la seule course où il avait une chance d'être plus fort que Tadej Pogacar. Donc ça place un peu l'état d'esprit. Et comme tu l'as dit, Matthias Vacek, qui est un co-leader parfait, aussi bien pour Milan que pour Mats Pedersen. Alors côté français, tu nous as dit que Laporte était le favori. On a eu malheureusement la surprise d'apprendre qu'il n'y aura pas Magnier. Et oui, car Tim Merlier a décidé au dernier moment de s'aligner sur Paris-Roubaix, à la surprise générale, j'ai envie de dire, car Magnier avait fait toutes les classiques flandriennes jusqu'alors, Gand-Wevelgem, E3 Saxo. Donc ça inaugurait bah, de belles choses sur Paris-Roubaix, car il avait acquis de l'expérience sur ses courses. Donc Surtout, ce que j'ai pas assez compris, déçu. moi, c'est que ce que j'ai pas compris, c'est que ils l'ont aligné sur des étapes avec des monts qui étaient difficiles, peut-être trop pour lui, et là on a un profil qui lui correspond Bah oui, tout à mieux fait. a priori, et c'est lui qui saute. Voilà, voilà, on n'a pas eu d'explication. Alors peut-être est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a un contre-coup? Moi, j'ai rien vu. On a un N'hésitez peu pas à le nous dire en sentiment commentaire. que effectivement ils font un peu les choses à l'envers. Après, si c'est pour euh, mieux se préparer pour l'échéance du Giro, là je, là je dis que c'est une bonne chose. Après, ça nous laisse un petit goût amer en fin de bouche, car on aurait aimé voir ce que le Français aurait pu faire en cas de sprint massif.
Voilà, donc on suivra bien Christophe Laporte, par contre, qui peut profiter d'un mouvement de course hein, avec Van Aert. Côté français, donc on aura aussi Turgis, Gruel et Tronchon pour Groupama FDJ, Dujardin comme Turgis pour Total Energy notamment. Voilà, Hugo est-ce qu'ils Page pour ont Cofidis. est-ce que tu leur vois des possibilités de top 10 à ceux-là où le plateau est vraiment trop relevé? Bah, Turgis, je pense, est la deuxième meilleure carte française qui pourra, je pense, clairement jouer sa chance pour un top 10. Et leur meilleure Après, chance, c'est quoi? On sait que sur Paris-Roubaix, souvent, l'échappée peut aller loin, voire au bout. Est-ce que leur meilleure chance à ces quatre qu'on a cités, hein, Turgis, Dujardin, Gruel, Tronchon, c'est pas de prendre l'échappée au final? Turgis, je pense pas. Je pense qu'il a des qualités pour rester au sprint. Après, pour moi, la meilleure carte en échappée, ça serait Samuel Leroux, le coureur de la Total Energy, qui a en ce début de saison toujours tendance à se placer dans l'échappée matinale. Alors pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas aussi un Florian Sénéchal, s'il a une carte pour Alpecin, pourquoi pas. Ouais, je pense que Alpecin, ils vont, ils vont tout jouer sur leur deux gros leaders et Sénéchal, il n'aura pas sa carte, hein. Tu voulais aussi nous parler d'autres coureurs que tu as envie de voir, pas forcément français, hein, enfin pas français, notamment bah, Segart qui a fait un bon début de saison, Danoulle, Tout à Niklas fait. Larsen, tu me disais, Tout, Kubiks pour Unibet, ou Tennyson d'Astana. Mike, Mike Tennyson. En fait, tous ces coureurs ont brillé en ce début de saison sur les classiques le N-News Blad, le 3 Saxo Classique ou encore East Flanderfield. Donc pour moi, c'est des outsiders à la victoire. Bah, à la victoire, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas au top 5. Donc j'ai envie de voir ce que ces coureurs peuvent nous réserver. Et ben on verra ça avec impatience bah, très vite, hein, demain, hein. Est-ce que tu as autre chose à nous partager sur ce Paris-Roubaix ou c'est bon pour toi? Bah non, juste que je suis impatient de revoir Tadej Pogacar en duel avec Mathieu Van Der Poel et pourquoi pas d'autres protagonistes. Eh ben, ça marche, merci. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du format. Merci, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous dire aussi ce que vous avez pensé de la tactique de Sexas et de son équipe, parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous avez le même point de vue que nous, ou est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que c'est une bêtise? Voilà, n'hésitez pas. Et puis, et ben, à très vite. Et allez, Paul, On est on dans est ta dans ta roue. roue.